Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Extinction de Voix, le podcast de l'association Jet d'encre. Aujourd'hui, on va commencer à développer un nouvel aspect de ces podcasts avec la présentation du service SOS Censure de l'association. Dans le tout premier épisode de ce podcast, si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous avait expliqué que Jet d'encre avait 3 grands objectifs: promouvoir, valoriser et défendre la presse jeune. Jusqu'ici, dans les podcasts, on s'est plutôt concentré sur les 2 premiers aspects, et donc il est temps de vous présenter le troisième. Du coup, aujourd'hui, on va discuter en visioconférence avec Eloane, qui s'occupe de notre service juridique SOS Censure, avec un autre bénévole, Camille, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. On va donc vous présenter SOS Censure, son fonctionnement, mais aussi les droits des journalistes jeunes et les collectifs qui les défendent. Bonjour Eloane et merci de m'accorder du temps. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Coucou Elisa. Moi je m'appelle Elouen, je suis entré dans cette association un peu par hasard, mais ça fait maintenant presque 6 ans. Et cette année, je me retrouve engagé sur SOS Censure, qui est un projet que je regarde depuis le début parce qu'il est pour moi très important et au cœur des missions de l'association. C'est un service juridique tout simplement de soutien pour les journalistes jeunes. Et c'est un des plus politiques qu'on ait, et pour moi un des plus épanouissants aussi parce que c'est pas toujours facile de voir que notre action compte dans l'associatif. Et sur SOS Censure, on voit directement les conséquences. Et c'est vrai que c'est gratifiant. Cool. Donc, concrètement, le service SOS Censure de Jet d'encre, en quoi il consiste? SOS Censure, c'est une boîte mail de bénévoles qui sont parmi les plus experts des jeunes de l'association en droit et déontologie, qui connaissent les droits et les devoirs des journalistes jeunes, donc qui sont à même tout simplement de leur dire de leur dire ce qu'on fait dans 90% des cas. Non, il n'y a pas de délit de presse dans cet article, ou de répondre aux questions. Et au cas où il y en ait, voilà, de tout simplement leur dire, effectivement, cette ligne comporte tel délit de presse, donc voici quelques pistes pour que vous puissiez le supprimer. Mais c'est vrai que les journalistes jeunes, les médias jeunes, les professeurs documentalistes, même les proviseurs, peuvent nous contacter pour. Des fois, c'est de la relecture qu'on nous demande. On nous demande de relire un ou deux articles parce qu'ils parlent de sujets voilà, qui sont qui peuvent être considérés comme des sujets chauds. C'est très souvent des sujets qui abordent la religion, la sexualité et la politique, et alors que ce sont des sujets qui sont totalement autorisés aux jeunes dans les rédactions jeunes, tant qu'ils ne commettent bien évidemment pas de délit de presse. Et du coup, voilà, on reçoit souvent des demandes de relecture sur ces sujets un peu épineux. On reçoit des questions, des questions de fond, en fait, sur le rôle du directeur de publication, sur les textes de loi, parfois, sur à quel point ils leur permettent de faire telle ou telle action. Des fois, ça peut être sur le financement du journal. Enfin, voilà. En gros, on a 3 types de sollicitations. On a les questions, on a les problèmes de censure et on a les demandes de relecture. Ça marche. Et vous en recevez beaucoup des sollicitations? Eh ben, normalement, on tourne autour d'une dizaine par année, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et cette année, on est sur une année particulièrement intense, puisqu'on est déjà à 20 sollicitations à la fin du mois d'avril. Et quand on dit 20 sollicitations, on parle de 20 sollicitations traitées et répondues. Et c'est le double de pas mal d'années passées, puisqu'on avait tendance à avoir une moyenne plutôt stable sur ces mois depuis que je suis à Jet d'encre. C'est peut-être la visibilité de l'association qui est en train d'augmenter. Ça veut dire qu'il y a toujours de la censure, mais ça, c'est pas comme si on l'apprenait avec ces chiffres. C'est-à-dire que même quand on est peu contacté, on sait qu'il y a de la censure. On ne se dit pas que parce qu'on n'est pas contacté, il n'y a plus de censure. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on est toujours dans une espèce de double envie sur SOS Censure. On est content d'avoir plein de sollicitations parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire une différence, mais à la fois, ça nous fait jamais plaisir de voir tous ces témoignages de journalistes jeunes. Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé dans ton engagement? C'est aussi d'avoir vécu une expérience de censure ou pas du tout? C'est exactement ce qui m'a motivé à rejoindre l'association, mais pas parce que moi je l'ai été. Moi je viens enfin, maintenant il y en a deux, mais à l'époque c'était le seul lycée d'Iwan qui fait l'enseignement immersif en breton. Et du coup, ce qui fait que c'est quand même un contexte particulier. Dans mon lycée, il n'y avait pas de barrière. Le journal, ça fait une dizaine d'années, je pense, qu'il se transmet d'année en année. On n'avait aucun contrôle. C'était un journal qui publiait des trucs de politique parce que c'est un lycée en breton, donc ça nous amène tous à nous politiser au moins par rapport aux questions culturelles et régionales. Et du coup, un an après ça, je suis parti en prépa. À la fin, il y a Nuit debout qui a commencé. Je me suis retrouvé à créer un journal de quartier et de ville. Et c'est là que j'ai découvert Jet d'encre. Et c'est là que j'ai eu envie de m'engager pour que, pas parce que j'avais été censuré justement, mais pour pouvoir permettre à plus de journalistes jeunes de vivre des conditions d'expression que j'ai eues, enfin, pouvoir se rapprocher de ça. Parce que j'ai
Enfin voilà, j'ai découvert le monde de la presse jeune d'un coup, j'ai découvert la censure d'un coup, et j'ai tout de suite trouvé ça inacceptable. Mais au moins, j'essaye je sais pas, de faire ma part, de faire un petit bout, quoi. T'as parlé plusieurs fois de délit de presse, et c'est une notion qu'on pourrait prendre le temps de définir parce que c'est peu connu et c'est pas forcément clair. En fait, un délit de presse, c'est une infraction commise par la presse ou en général dans une publication qui est définie par la loi de la liberté de la presse qui date de 1880. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément en quoi ça consiste? Eh bien, un délit de presse, tout simplement, c'est en fait, le délit de presse, c'est ce qui caractérise la limite de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un droit inaliénable. Inaliénable, ça veut dire qu'elle est garantie à tout le monde, tout le temps, toute sa vie. Même les prisonniers ont droit à la liberté d'expression. Le délit de presse, en revanche, c'est ce qui encadre la liberté d'expression. Parce que si la liberté d'expression était totale et qu'on pouvait dire n'importe quoi, ce ne serait au final plus vraiment une liberté. Du coup, le délit de presse, en fait, c'est quand on franchit la limite de ce qu'on considère, de ce que la loi considère comme répréhensible. Et du coup, pour les délits de presse, il y en a plusieurs. Il y a les injures, puisqu'on considère assez légitimement que la liberté d'expression s'arrête à l'injure publique. Ça peut être le prosélytisme, dans le sens où on considère que c'est utiliser sa liberté d'expression pour inciter les autres, mais ça, c'est un cas qui est spécifique au journalisme jeune. La diffusion de fausses nouvelles. Du coup, un délit de presse, c'est tout simplement ce qui caractérise le fait que vous soyez sorti de la liberté d'expression. On peut des fois avoir une conscience, une vision assez floue de la limite entre délit de presse et liberté d'expression, et c'est parce qu'elle l'est. Et ça prend du temps et des formations et de la lecture des textes de loi pour qu'elle soit vraiment très claire. Et je pense qu'après 6 ans, elle l'est pour moi, et c'est pour ça que cette année, je suis sur SOS Censure pour essayer de faire en sorte que cette limite entre liberté d'expression et délit de presse soit le plus clair possible pour un plus grand nombre de gens également. Ok, donc les délits de presse, ce sont les limites de ce qu'on peut publier dans le cadre de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Donc comme tu l'as dit, il y a l'injure publique, il y a les fausses nouvelles, il y a l'incitation au trouble à l'ordre public. On n'a malheureusement pas le temps de tout détailler ici, mais par contre, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver plus d'informations dans notre FAQ. Du coup, dans cette logique, la presse jeune, elle est aussi encadrée par la loi sur la liberté de la presse de 1880, qui définit ces délits de presse. Mais, comme tu l'as dit, il y a aussi un délit de presse qui est propre aux médias lycéens, et c'est le prosélytisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Il n'y a aucun sujet, hormis parenthèse, le suicide de mineurs, qui est interdit aux journalistes jeunes, avec effectivement la limite du prosélytisme, puisqu'on considère quand même que les journalistes jeunes peuvent s'exprimer sur tous les sujets. Malgré tout, on est encore on est en apprentissage progressif. Il est totalement autorisé pour un journaliste jeune de dire si je votais, puisque on se met dans le contexte de quelqu'un qui est d'un journaliste lycéen en l'occurrence et qui a moins de 18 ans, il est totalement autorisé de dire si je votais, je voterais pour Macron, si je votais, je voterais pour Mélenchon, si je votais, je voterais pour Fillon. Je me suis remis sur les élections de 2017 là. Mais en revanche, il n'est pas permis de dire voter pour ça. En fait, la limite du prosélytisme, c'est lorsqu'on donne son avis, on est dans le vert, on est totalement bon. Lorsqu'on dit aux autres de se rallier derrière son avis, on est dans le rouge. Il est tout à fait possible d'argumenter en disant pourquoi vous allez voter telle personne et pourquoi vous pensez qu'il faudrait le faire. La limite, c'est en gros l'utilisation de l'impératif. Votez pour telle personne, achetez cette paire de sneakers, choisissez cette religion. Ok, donc on l'a dit, les médias jeunes, c'est quelque chose qui est encadré par la loi française. Du coup, finalement, c'est quoi les droits des journalistes jeunes et c'est quoi les lois qui les encadrent? On peut s'appuyer principalement sur deux lois. La loi sur la liberté de la presse de 1881, qui fixe les conditions de la liberté d'expression des journaux, qui fixe aussi plein de règles sur la diffusion, sur les taxes. Mais en tout cas, cette loi encadre les règles, les droits et devoirs des journalistes. Et les journalistes jeunes, dans les années 70, 80, 90, vont commencer un peu à se créer en mouvement, à revendiquer en fait des valeurs déontologiques aussi. Et du coup, c'est toute cette histoire qui nous a permis, en 2017, de faire passer un amendement dans la loi Égalité et Citoyenneté, qui stipule que désormais, toute personne de plus de 16 ans peut être directeur de publication dans son journal. Directeur de publication, ça veut dire responsable pénalement. C'est le seul rôle impératif dans une rédaction jeune. Les autres, c'est facultatif et à la libre organisation des journalistes jeunes.
mais le directeur de publication ou la directrice de publication est la personne qui donne son dernier mot et qui vérifie, parfois de manière collégiale, hein, ce n'est pas obligé d'être entre les mains d'une personne, qui vérifie et qui va donner le dernier mot pour s'assurer qu'il n'y a pas de délit de presse dans chaque numéro. Et en fait, avec ces deux lois, on peut affirmer, ces deux lois en fait, affirment que tout jeune de plus de 16 ans en France peut créer un journal et le publier, et donc ne devrait pas pouvoir recevoir de pression extérieure. Ça veut dire que tout jeune de plus de 16 ans qui décide de créer un journal peut publier sans contrôle préalable. En revanche, il faut savoir que le proviseur a le droit de suspendre la diffusion d'un numéro. À la suite de ça, il doit faire deux choses. Il doit convoquer le conseil d'administration de l'établissement et identifier le délit de presse, tout simplement. Identifier la page, l'article, le journal, quel délit de presse. Ça ne peut pas juste être, voilà, j'ai pas aimé, je suspends. Donc en fait, maintenant, les droits des journalistes jeunes de plus de 16 ans, ils sont clairs. Ils peuvent créer un journal, ils peuvent le faire sans rien demander à personne. Les seules zones grises qui nous restent, c'est que malheureusement, il n'est pas illégal pour un établissement de dire, écoutez, si vous faites trop ce que vous voulez, on vous restreint l'accès aux imprimantes, on vous restreint l'accès à la salle de réunion. C'est pas moral, mais ce n'est pas impossible pour l'instant. Ok, du coup, merci pour ces clarifications théoriques. Donc vous, à SOS Censure, vous répondez aux sollicitations des médias jeunes, vous essayez de régler les problèmes, mais quand il y a des situations de censure ou de litige que vous n'arrivez pas à résoudre, vous pouvez vous tourner vers un organisme, un collectif, qui est l'Observatoire des pratiques de presse lycéenne, c'est ça? C'est ça. On fait ce qu'on peut pour répondre aux questions et résoudre les situations de notre côté, mais des fois, ça ne suffit pas. Et donc, on se retrouve obligé de demander aux rédactions, aux journalistes jeunes, profs documentalistes, enfin, à la personne concernée qui nous envoie la sollicitation, si jamais cette personne souhaite une médiation organisée par l'Observatoire des pratiques de presse lycéenne, qui est un collectif animé par GEDANCRE. Et c'est à ce moment-là que, pour les cas les plus compliqués, on passe le relais pour impliquer plus d'acteurs pour être plus efficace, tout simplement, pour avoir plus de poids, pour aussi amener une médiation avec des acteurs qui vont permettre de tranquilliser toutes les parties. On a Jet d'encre qui témoigne d'un gage de sûreté pour les journalistes jeunes. On vient avec le SNPDEN, qui est le syndicat des proviseurs et chefs d'établissement, si je ne me trompe pas. Et voilà, et ça permet déjà au moins de commencer un dialogue. Et l'Observatoire, c'est quand même un projet historique de Jet d'encre, puisqu'il existe pareil depuis l'ancêtre de Jet d'encre, il y avait déjà un observatoire voilà, qui rassemble quand même aujourd'hui une trentaine d'organisations, des syndicats de professeurs, des syndicats tout court du monde de l'éducation, donc qui rassemble quasiment une trentaine d'acteurs de l'éducation classique et populaire, ce qui est quand même très, très intéressant, parce que ça fait dire qu'on a un fonctionnement collégial, on a un collectif qui ne fonctionne qu'au consensus. Et son but, en fait, c'est de se réunir plusieurs fois par an, de produire des ressources, de produire des enquêtes. Il a produit des enquêtes extrêmement pointilleuses ces dernières années et elles sont fantastiques. Elles nous ont permis de constater, en fait, tout simplement que voilà, il y a encore la majorité des lycéens qui ne peuvent pas s'exprimer sur tous les sujets. Et ça, maintenant, on sait que c'est un fait et on a les chiffres pour l'appuyer. C'est grâce à l'Observatoire, c'est grâce au fait qu'ils fonctionnent avec voilà, plusieurs associations qui donnent de leur temps pour eux. Et ça, c'est vraiment fantastique parce que sans ça, voilà, on serait une asso de presse jeune dans notre coin. Grâce à l'Observatoire, on est bien, bien plus que ça et c'est fantastique. Effectivement, ça censure en général plus pour but de commencer le travail. Si la situation de censure se résout juste en disant, bah, écoutez, on a le droit à regarder les textes de loi ou avec un compromis, avec des compromis de chaque côté, bah, nous, tant mieux. Hein. Tant que les jeunes peuvent écrire et publier, nous, on est contents. Mais voilà, effectivement, des fois, on n'a pas le choix. On fait remonter à l'Observatoire et on sait que avec tous les acteurs qui s'y engagent, on va pouvoir faire quelque chose. D'accord, donc l'Observatoire, parmi ses nombreuses missions, a celle de médiation en cas de litige. Est-ce qu'en dehors de son rôle et de celui de Jet d'encre par SOS Censure, il y a d'autres structures qui protègent la presse jeune? Bien sûr, nous, on travaille main dans la main avec le CLEMI qui nous donne une aide précieuse au local. On travaille vraiment selon les académies, selon les besoins et tout, mais je ne pense pas qu'il y ait une seule médiation qui se soit faite sans le CLEMI. Le CLEMI, pour le rappeler, c'est le centre de liaison sur l'éducation aux médias et à l'information, une branche de l'éducation nationale. Donc, on s'appuie beaucoup sur eux pour pouvoir organiser nos événements, nos formations à l'ancrage local. J'ancre a beaucoup s'appuyer sur beaucoup de partenaires à l'échelle locale, que ce soit pour organiser des événements, pour se battre contre la censure ou pour fédérer la presse d'initiative jeune. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu conseilles à des jeunes qui pensent que leurs droits sont pas respectés? Tu leur dis quoi? Écrivez-nous. Il y a l'adresse censure@jedancre.fr
De toute façon, on reçoit aussi des fois des mails de curiosité, enfin de curiosité dans le sens des gens qui veulent vérifier si tout va bien. Et s'il y a des gens qui ont des questions sur leurs droits, des questions sur leurs devoirs, sur les mentions légales, sur les textes de loi, en fait, il n'y a pas 3000 solutions. Il faut écrire à Jet d'encre, il faut écrire à SOS Censure. Et nous, on se fera un plaisir d'y répondre parce qu'on est là pour ça. Et peut-être qu'un jour, ce seront eux qui passeront derrière l'ordinateur pour répondre à d'autres victimes de censure. Ok, super. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Je voudrais souhaiter bon courage aux gens de l'expression qui, depuis plusieurs années, se battent pour pouvoir sortir un journal sans contrôle préalable, alors qu'ils font les choses dans les règles. On va essayer de faire ce qu'on peut pour eux, mais non, je voudrais juste féliciter tous les journalistes jeunes qui entendront ce message, parce que je pense que c'est important de rappeler que c'est pas évident non plus de créer un journal ou d'y participer à 16, 17, 18 ans. Du coup, je voudrais rappeler aux journalistes jeunes et aux bénévoles qui s'engagent que ce qu'ils font, c'est loin d'être anodin, que ça va compter pour eux, mais aussi pour les gens qui les entourent, je pense. Et moi, c'est tout ce que j'ai envie de rappeler. Ok, eh ben merci beaucoup pour ton temps et merci de m'avoir répondu. Voilà donc pour cette introduction au droit et à la déontologie de la presse jeune. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un œil à nos ressources qui sont sur le site internet. Et sachez également que le pôle formation de l'association, qu'on vous avait présenté avec Mathilde dans le tout premier épisode, dispense aussi des formations sur le droit et la déontologie. Vous trouverez le catalogue de formations sur le site aussi, et je vais vous mettre tous les liens dans la description. Dans les prochaines semaines, on continuera de discuter des droits de la presse jeune, notamment avec une rédaction qui va venir nous partager son expérience de censure, mais aussi avec différents intervenants qui ont largement contribué à l'émergence d'un vrai mouvement de la presse jeune, notamment à partir des années 70-80 avec les associations entre guillemets ancêtres de Jet d'encre. Restez à l'affût, ça va arriver vite. Et en attendant, je vous dis à bientôt.